Quelque chose qui rendrait le système éducatif plus idéal, ça serait d'avoir cette compréhension dès le début qu'il n'y a pas le monde de l'éducation, il y a pas un moment où on apprend et un moment où on applique, que c'est un continuum. Donc ça serait vraiment intéressant d'avoir ça, qu'il y a peut-être des types de connaissances sur lesquelles on doit construire, mais assez rapidement faire de la pratique, ce qui se fait dans certaines pédagogies. Il y a des pédagogies très innovantes qui permettent de pratiquer avant d'avoir un certain niveau de connaissance. Mais un système éducatif qui serait idéal, il essaierait un peu de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas un moment où cette éducation s'arrête et puis il y a un autre monde qui commence, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou en tout cas partagé plutôt, on apprend tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrêtez d'apprendre, les gens qui arrêtent d'apprendre deviennent malheureux en fait. Si vous regardez des gens dans un cadre professionnel, c'est une des raisons de leur malheur au travail, c'est qu'ils arrêtent d'apprendre. Il n'y a plus ce côté-là qui les émerveille. Et paradoxalement, à des moments où ils étaient plus jeunes, on les a fait souffrir en leur demandant d'apprendre. Et donc c'est peut-être ce continuum. Alors peut-être qu'il faut réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui ces façons d'évaluer, parce que on parle beaucoup de transmission de connaissances, de développement de compétences, mais on ne se pose pas, c'est la question de l'évaluation, de la valorisation de ce qu'on fait. Il y a peut-être des questions à se poser sur les notes, les classements, les rankings, qui quelquefois, comme on peut trouver aussi dans l'économie d'ailleurs, qui sont des visions parfois par des fichiers Excel, par des façons de trier, de classer, et qui vous empêchent de penser de manière systémique. Donc on croit qu'on va résoudre les problèmes en travaillant sur 2-3 critères, et en fait on sélectionne que par ces 2-3 critères. Donc voilà, on va sélectionner par le poids, la taille, le QI, je sais pas. Et puis, alors ça va marcher pour certains tris, mais la société aujourd'hui, elle a besoin elle est complexe, elle a besoin de profils. Alors c'est très facile à dire comme ça. Après, il faut l'appliquer. Mais on a un système éducatif quand même qui n'est pas jeté, loin de là. Ce qu'il faut, c'est peut-être parfois lui mettre 5 à 10% d'innovation et puis de faire ce mouvement. Il n'y a peut-être pas besoin de tout transformer au départ. En tout cas, l'enjeu, c'est l'articulation. C'est l'articulation entre ce pourcentage d'innovation qui va renforcer l'académique. Et là, je pense qu'on peut jouer collectif avec des profs qui n'ont pas envie d'innover tout de suite, ceux qui ont envie d'innover trop, on va dire. Comment les faire travailler ensemble? L'école doit essayer de développer aussi chez les élèves une certaine intelligence qui pourrait être plus proche d'une intelligence collective ou co-élaborative. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de systèmes éducatifs qui vont développer l'intelligence de l'élève. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de systèmes de notation, de classement sont individuels. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. On fait des travaux de groupe, mais on a des difficultés à mettre des notes individuelles. Pourquoi mettre parfois des notes individuelles? Et cette question, elle peut aller jusqu'au doctorat. On peut se poser la question d'avoir des doctorats demain qui sont des doctorats collectifs. Alors que le doctorat, c'est quand même individuel. Passer un baccalauréat, bon, c'est compliqué un baccalauréat de manière collective, mais on pourrait imaginer de penser des choses différemment. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de systèmes éducatifs qui vont renforcer l'intelligence, les capacités, etc. à titre individuel, et puis on dit aux personnes, vous devez être aussi capable de travailler en équipe. Peut-être qu'il y a cet équilibre différent à imaginer, de développer des intelligences par des complémentarités. Parce que si vous avez par exemple un enseignant qui doit classer ses élèves par rapport à des notes, et un autre enseignant qui doit accompagner ses étudiants dans un projet, par exemple, réaliser, je sais pas moi, une fusée, un voyage, une analyse, une réflexion, et par complémentarité des intelligences, il y a des méthodes qui permettent, il y a des méthodes qu'on utilise en entreprise, qui permettent de sortir le meilleur d'un groupe, et indépendamment des niveaux de chacun. Et donc si le meilleur du groupe, finalement, il est meilleur que la somme de ce que chacun peut faire individuellement, c'est là où on peut progresser. En tout cas, la société, l'entreprise, le monde post-école, on va dire, il a besoin de ça. Il a besoin de ça parce que les tâches répétitives, individuelles, elles peuvent être assez, je veux dire, parfois abrutissantes ou fatigantes pour l'individu. Alors que des tâches collectives, des partages, un peu comme dans un sport collectif, il y a des mouvements, il y a des stratégies. Ça devrait être davantage à l'école. Aujourd'hui, si vous regardez le parcours d'un élève, j'ai pas de chiffre en tête, mais je serais pas étonné que 90% de son évaluation, elle est individuelle. Et il y a de l'évaluation collective, mais c'est sûrement pas ça qui prime.
Donc peut-être qu'un des rôles de l'école, de manière générale, hein, quand je dis l'école, c'est large, ça serait de voir comment aussi on peut développer ces choses-là de manière collective avec des complémentarités. Et là, il y a des méthodes qui aujourd'hui ne sont pas forcément appliquées dans l'école, des méthodes de co-design, co-working, des méthodes inspirées du design thinking, des méthodes d'ailleurs qui ne viennent pas de monde purement académique, qui peuvent être mixées, qui peuvent être travaillées. Et ça, si vous donnez le goût aux gens de travailler en équipe par complémentarité, bah pour combler des lacunes, ils vont avoir envie de progresser à niveau individuel. Et on est un peu dans un monde différent, enfin à ce moment-là, où on ne demande pas aux gens d'appliquer une connaissance individuelle à un travail de groupe. On dit, voilà, on va faire un travail en collaboration ensemble, on va aller chercher de la connaissance, on va mobiliser nos propres connaissances et compétences, on sait qu'il nous manque des choses, mais c'est l'avancée du travail collectif qui va nous donner envie d'aller chercher la nouvelle formule, la nouvelle équation, le nouveau modèle. Moi, je pense que ces nouvelles façons de travailler, où on associe le collaboratif, le travail d'équipe, l'individuel, cette nouvelle façon de travailler, plus qu'une chance pour les élèves, c'est une chance pour la société, c'est une chance pour les entreprises, c'est une chance pour les institutions publiques, privées, parce que ça permet de créer des collectifs, de créer des équipes plus performantes. Parce que finalement, l'étudiant ou l'élève qui sort du système classique, il va s'en sortir par d'autres moyens. Il peut créer une entreprise, il peut travailler il peut avoir un travail plus jeune et puis monter en compétences. Donc il finira par s'en sortir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a moins peur finalement du système qui l'attend parce qu'il n'était déjà pas adapté au système de sélection. Donc il y en a qui s'en sortent pas parce que c'est plus compliqué. Mais les gens à titre individuel arrivent toujours à s'en sortir. Mais cette façon d'aborder l'éducation de manière plus collective, en lien avec l'individuel, c'est vraiment une chance, c'est vraiment plus une chance pour la société. Et ça, je dirais, ça permet d'éviter de toujours trier par le haut d'une même manière. Il y a un exemple dans le sport, par exemple, que tout le monde connaît, mais il y en a plein d'autres. Vous avez des footballeurs de petite taille qui n'ont pas été repérés forcément dans des centres de sélection et qui, lorsqu'ils ont la chance de passer au travers, se retrouvent devenir les meilleurs joueurs du monde parce que dans le collectif où on les met, eh bien, la façon dont ils s'articulent avec les autres, vous avez des basketteurs qui font moins d'1m90 qui deviennent parmi les meilleurs basketteurs du monde, alors que si on les sélectionnait les basketteurs uniquement par la hauteur. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Et on remarque à chaque fois que ces individus qui n'ont pas été sélectionnés à titre individuel, eh bien, ils performent par le collectif. Et donc le sport, c'est un bel endroit pour voir que c'est possible. Il y aurait d'autres domaines, hein, le cinéma, l'art, le théâtre, mais il y a tellement d'exemples partout dont l'école devrait s'inspirer en se disant, mais arrêtons de sélectionner tout le monde de la même manière.